Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce webinaire organisé par Bearing Point et par l'IoT Business Hub, un IoT Time, donc sur un sujet qui nous concerne tous, encore plus en ce moment avec les sujets de sécheresse dont souffre notre pays, qui s'inscrit dans une série de webinaires, l'IoT au service de la planète, et qui fait suite aux travaux qu'on a menés en 2022 avec tout un ensemble de partenaires. Donc le Zoom d'aujourd'hui, c'est montrer comment l'IoT peut contribuer à une meilleure consommation de l'eau et à une meilleure utilisation de l'eau, donc à travers plusieurs solutions qui vont nous être présentées par des partenaires qui ont fait un exercice avec nous de quantification des gains qu'on pouvait obtenir grâce à l'IoT. Donc un grand merci à toutes les personnes qui se sont joints à nous pour ce webinaire, donc à Kelly Le Goff, CEO et cofondatrice de Mavana, à M. Hamza Bendaou, cofondateur de Sowit, M. Sylvain Spenley, CEO de Robo, M. Maurice Zembra, de la société M2M Vertical, et M. Pierre-Guillaume Delassalle, directeur client et marché de Birds. Un grand merci à vous, et puis on va bientôt vous donner la parole pour que vous puissiez, cas d'usage par cas d'usage, eh bien, partager les projets que vous avez pu mener et qui ont été des points d'entrée dans notre travail de quantification et de démonstration de la contribution positive que peut avoir l'IoT en termes d'impact environnemental. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On va revenir sur plusieurs cas d'usage. Tout d'abord, un premier avec la société Sowit sur l'irrigation agricole. Et puis, un panel de sous-cas d'usage autour du transport et de la consommation de l'eau, donc avec les sociétés Birds, Vertical, M2M et Robo, puisqu'on va distinguer les sous-cas d'usage selon qu'on applique les économies de transport et consommation d'eau à un sujet qui est celui d'une ville, avec l'exemple de la ville de Lyon, celui des bâtiments résidentiels ou celui des bâtiments industriels et tertiaires. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste un rappel pour celles et ceux qui sont moins familiers de ce que peut être l'IoT Business Hub. L'IoT Business Hub, c'est un écosystème qu'on a commencé à construire en 2018 et qui regroupe tout un ensemble de sociétés qui sont à la fois fournisseurs et utilisateurs de solutions IoT en France et puis maintenant qui s'étend aussi sur l'Afrique et l'Europe, et donc qui représente une quinzaine de secteurs dans lesquels on a un mélange de start-up, de grands groupes, et qui a publié l'année dernière, et on va continuer à publier cette année en français et en anglais, eh bien, nos travaux qu'on a menés, nous, Bearing Point, avec nos partenaires, dont certains sont présents aujourd'hui. Il y a eu 2 publications majeures sous forme de livres blancs récemment. Donc, le premier qui revenait sur un ensemble de cas d'usage, on va dire avec une analyse plutôt bibliographique des gains qui ont pu être communiqués par les fournisseurs de solutions IoT. Et puis un deuxième exercice qui était beaucoup plus fin et précis, qu'on a mené en partenariat avec une quinzaine de partenaires, et dans lequel on a cherché à quantifier le gain net que peuvent apporter les solutions IoT en termes de CO2 ou de consommation d'eau. Donc cet exercice, bien entendu, il n'a pas vocation à être parfait, complet, c'est un début. L'idée qu'on avait, c'était de chercher à avoir des ordres de grandeur. On s'est pour ça appuyé sur des sociétés qui ont l'expérience terrain. On a aussi bénéficié de la revue critique de Mavana, parce qu'on a cherché à être dans un exercice qu'on a cherché à baquer le plus possible d'un point de vue méthodologique. On en reparlera juste avant d'introduire les résultats auxquels on est arrivé. Donc, bien entendu, c'est un exercice qui peut être amélioré, mais c'est bien dans cette idée qu'on a partagé un maximum de données dans les annexes des livres blancs et qui permettent, dans une logique, on va dire, d'amélioration continue, à chacun de reprendre ces données, de les appliquer à son cas et de chercher à les optimiser. Donc, les cas d'usage qu'on a traités dans ces livres blancs, ils sont plus larges que le sujet de l'eau. On vous en donne juste une idée. On les a mappés sur les
consommation de gaz à effet de serre qu'on a en France. Donc, au-delà des sujets de l'eau, on reviendra sur les autres cas d'usage dans le prochain webinaire. On a aussi regardé ce qui était afférent au transport avec l'autopartage, ainsi qu'à l'éclairage public, à l'éclairage dans un environnement tertiaire, et puis également à ce qui est la logistique agroalimentaire, qui permet aussi d'aller chercher des gains. En termes de méthode, je vais laisser la parole à Kelly, hein, mais juste pour dire qu'on a fait le choix avec Mavana et nos partenaires de partir de ce qui faisait plutôt référence, hein, donc la méthode de l'ADEME, avec une logique d'arbre de conséquences, dans laquelle on n'a pas nécessairement évalué toutes les conséquences, mais on a fait des choix sur base des données disponibles, et ce qui, bien sûr, peut permettre d'avoir un ordre de grandeur tout en identifiant les compléments qui peuvent être apportés pour mener l'étude encore plus loin. Merci Wassim. Alors effectivement, si vous me permettez, je vais juste... Bonjour à tous déjà, je m'appelle Kelly Le Goff, cofondatrice de Mavana. Et après avoir passé une petite dizaine d'années dans les télécoms pour accompagner des projets IoT, nous avons, il y a un peu moins de 2 ans avec mes associés, fondé Mavana afin de mesurer l'impact des projets IoT sur notre environnement et quantifier un retour sur investissement environnemental, ceci afin de s'assurer qu'on fasse bien partie de la solution et non du problème. Car vous le savez certainement, le numérique représente déjà presque 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et c'est plus que le transport aérien. Et ce chiffre serait amené à doubler d'ici 2 ans. Si je peux revenir juste un tout petit instant sur le choix des use cases, ici, merci. En fait, pourquoi nous avons sélectionné ces 7 cas d'usage, donc comme l'a dit Wassim, qui génèrent environ 75% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est parce que nous nous sommes appuyés sur les travaux en fait du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui indique dans son dernier rapport que bien utilisé, en fait, l'Internet des objets fait partie des solutions des technologies numériques qui contribueraient à l'atteinte des objectifs de développement durable et l'atténuation du changement climatique, donc notamment en permettant d'améliorer la gestion de l'énergie, et ce dans tous les secteurs d'activité, d'augmenter l'efficacité énergétique et de promouvoir donc l'adoption de technologies à faible émission de gaz à effet de serre. Et on va présenter donc aujourd'hui les 2 cas d'usage qui sont en lien avec la ressource eau, mais il faut savoir que l'agriculture est l'activité la plus consommatrice d'eau dans le monde et serait responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et selon l'ADEME, en fait, le facteur d'émission du traitement de l'eau potable s'élève à 0,132 kg de CO2 par mètre cube d'eau. Et ainsi, chaque année, la France va émettre 171 600 tonnes de CO2 équivalent en traitant de l'eau qui ne sera jamais utilisée à cause des pertes. Donc ça, ce sera explicité un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Mais avant de vous parler des résultats de l'étude, je vais vous présenter rapidement donc, la méthode qui a été choisie. En effet, lorsqu'on parle de quantification environnementale, le premier outil auquel on va penser est l'analyse de cycle de vie, puisqu'il est multidimensionnel, de l'extraction des matières premières à la fin de vie du système étudié, ou du berceau au tombeau, et multicritères, sur un peu plus d'une dizaine d'indicateurs. Mais l'objectif dans l'étude était de donner des ordres de grandeur afin d'estimer le potentiel des solutions IoT sur l'indicateur changement climatique et plus précisément la réduction des émissions de gaz à effet de serre, exprimée donc en kilos de CO2 équivalent, le dioxyde de carbone équivalent. Et on s'est tourné vers une méthodologie qui s'appelle Quanti-GES, développée par l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dépend des ministères de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation et de la transition écologique. Et c'est une méthode qui s'appuie sur le Greenhouse Gas Protocol et les principes de l'ISO 14064 qui régissent même la méthode bilan carbone. Donc l'objectif de la méthode est de mesurer l'impact des émissions de gaz à effet de serre d'une action, qui est la différence sur la période d'observation, ici 1 an, entre les émissions de gaz à effet de serre du scénario de référence sans action et celle du scénario avec action, ici l'introduction d'une solution IoT. C'est donc le graphique que vous voyez à gauche. Et c'est une démarche qui est séquentielle,
en 7 étapes qui permet de quantifier l'impact de son action. La 4e étape de cette méthodologie consiste à construire un arbre des conséquences. On commence par décrire l'action en bleu, puis on identifie toutes les conséquences directes de l'action et par itération les conséquences indirectes. Et pour chaque conséquence identifiée, l'arbre indique, donc via un jeu de couleurs, si cette conséquence a un impact positif, réduction des émissions de gaz à effet de serre, un impact négatif, augmentation des GES ou pas d'impact GES, ainsi que celles qui seront prises en compte ou non dans la quantification. Donc c'est une étape extrêmement importante car elle permet d'identifier les potentiels rebonds et effets de bord. Et maintenant qu'on a bien compris quelle était la méthode utilisée dans l'étude, je vais laisser la parole à Wassim qui va vous présenter donc les résultats de la quantification pour le premier cas d'usage irrigation agricole. Merci Kelly. Donc, dans la présentation qu'on va faire, on ne présentera pas nécessairement à chaque fois l'arbre des conséquences qu'on a utilisé, mais dans le livre blanc que vous pourrez télécharger, voilà, ayez bien en tête que cas d'usage par cas d'usage, on a bien fait cette action d'indiquer ce qu'on a pris en compte, ce qu'on n'a pas pris en compte, et donc ce qui permet d'avoir en tête les compléments qui pourraient être apportés s'il y avait besoin de mesurer plus précisément. Donc, premier cas d'usage, l'irrigation agricole. Et pour en parler, on va bientôt passer la parole à nos amis de Sowit. Juste pour introduire rapidement le sujet, sur ce cas d'usage, on a travaillé avec 2 sociétés, Sowit et Winat, qu'on remercie vraiment très chaleureusement. L'idée étant de se dire que, comme le disait Kelly, l'irrigation agricole, c'est vraiment un gros poste de dépenses d'eau, d'une part, et puis d'équivalent CO2, quand on regarde tout ce qui peut être utilisé pour traiter cette eau. En termes d'ordre de grandeur, c'est jusqu'à 40% de perte par rapport à l'utilisation qui est faite de l'eau sur un usage agricole qu'on chercherait à éviter. Donc, on s'est appuyé sur un périmètre d'études France et Maroc sur quelques cultures que sont maïs, céréales, agrumes et betteraves. Et donc, avec les solutions de Sowit et Winat qui permettent de mesurer les niveaux de température, d'humidité du sol, de venir remonter ces données, et les mettre à disposition des utilisateurs pour qu'eux soient en mesure d'avoir la bonne intervention au bon moment et donc de ne pas sur-irriguer et de la même façon, pas forcément sous-irriguer, donc chercher à avoir le juste milieu entre un bon rendement et une utilisation appropriée de l'eau. On s'est rendu compte que par le fait d'avoir un monitoring plus fin, on pouvait avoir, selon les solutions et les cultures, une économie d'eau qui allait de 10 à 20%. Quand on regarde sur un périmètre France avec notre modélisation, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait économiser selon qu'on l'applique à ces cultures ou qu'on l'étende à des cultures. Et là, bien entendu, il y a des facteurs d'interpolation, donc qui sont des hypothèses qu'on a prises et qui peuvent être affinées. En ordre de grandeur, c'est entre 4 et 9% d'eau consommée annuellement en France qui pourrait être évitée. Et puis, pour le Maroc, on est sur des économies qui iraient dans le même ordre de grandeur de 2 à 11%. On a également fait le travail de le regarder en termes de rendement CO2 équivalent, en tenant compte justement des facteurs d'émission liés au traitement de l'eau. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour, on va dire, 1 tonne de CO2 équivalent consommé par le fait d'utiliser cette technologie, donc les capteurs, les remontées de données, les plateformes qui les retraitent, et puis le fait d'exposer ça sur des terminaux pour les utilisateurs, on peut, selon les cas, être sur un rendement avec un facteur de 10 à 100. Donc, un rendement d'autant plus important qu'on va être sur certaines cultures. Donc, ça, c'est variable. Et donc, ça montre bien que d'un point de vue impact environnemental, eh bien, l'IoT, bien entendu, il a un coût en termes de consommation de CO2, d'eau, puisque les terminaux qui sont utilisés, les devices eux-mêmes consomment de l'eau. Mais en termes de rendement et d'eau qu'on va éviter de consommer, on est sur un rendement qui est très intéressant. Et ce qui va permettre de le montrer de façon beaucoup plus détaillée, c'est le travail qu'on a fait à chaque fois
ce sont les projets qui ont été menés sur le terrain. Et donc, je vais laisser la parole à Hamza pour nous détailler les projets qui ont été menés par Sowit. Et merci à Sowit. Bonjour tout le monde, bonjour Wassim. Déjà, merci pour l'invitation au webinaire et pour le travail qui a été fait sur le livre blanc. Donc, moi, je suis Hamza Bendaou, donc je suis cofondateur de Sowit. Sowit, c'est une entreprise qui aide les agriculteurs à optimiser leurs opérations, c'est-à-dire qu'on va les aider à optimiser leur fertilisation, leur irrigation, qui est le sujet du moment, estimer leur rendement ou encore estimer leur date de récolte. Et on fait tout ça en utilisant plusieurs technologies, la télédétection dans un premier temps, l'IoT pour complémenter et avoir des informations plus locales par rapport aux agriculteurs et évidemment le machine learning. L'objectif dans tout ça, c'est de réussir à répondre au challenge de l'intensification durable des cultures. Comme on le sait, l'Afrique est le grenier du monde. Nous, à Sowit, on travaille uniquement en Afrique et notre objectif, c'est d'apporter l'information aux agriculteurs pour qu'ils puissent on va dire, augmenter leur rendement et répondre justement à ce challenge d'intensification durable. Comme je disais, la problématique et ce qui nous a amené on va dire, à nous intéresser à l'agriculture et principalement à l'agriculture africaine, c'est le fait que les rendements en Afrique sont très faibles par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. On est aux alentours de 2,5 tonnes moyenne de rendement moyen pour les céréales. Ailleurs dans le monde, on est aux alentours de 6-7 tonnes hectares. Et du coup, nous, à Sowit, ce qu'on se dit, c'est qu'une des problématiques, c'est l'information qu'on apporte à l'agriculteur. Et cette information, elle doit être apportée d'une manière digeste pour des agriculteurs qui, en général, en tout cas pour la masse, ne sont pas forcément matures pour accepter ce genre de technologie. Donc, il y a tout un travail d'onboarding qui est fait sur le terrain pour permettre à l'agriculteur de comprendre comment ces technologies, que ce soit l'IoT ou la télédétection, comment ces technologies lui permettront d'optimiser ses opérations sur la parcelle. L'avantage avec l'IoT, c'est qu'en fait, on est toujours sur quelque chose de concret. Donc, il va pouvoir le mettre sur sa parcelle, il va pouvoir le contrôler quand il fait sa ronde de terrain. Et donc, ça aide également à apporter de la crédibilité par rapport à l'ensemble des informations et à rassurer l'agriculteur. Surtout quand on parle d'irrigation en agriculteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, particulièrement en Afrique du Nord en ce moment, il y a des gros problèmes de ressources hydriques. Et donc, quand on va parler d'irrigation en agriculteur, il faut vraiment être crédible et bien présenter la solution. Sinon, ça ne fonctionnera pas et on ne pourra pas l'onboarder. Comment on apporte tout ça à l'agriculteur? C'est via une plateforme mobile et une plateforme web. La plateforme mobile, elle est dédiée à tout ce qui est outils d'aide à la décision, plutôt lié au satellite. La plateforme web, elle va être liée à tout ce qui est IoT. Et on a toute une partie qui est sur un business model freemium, c'est-à-dire qui va être gratuite, qui va permettre à l'agriculteur d'avoir un certain nombre d'informations gratuitement, sans forcément avoir à s'engager ou mettre ne serait-ce que son nom ou son prénom sur l'application. Donc, c'est tout un environnement qui va permettre d'avoir des informations basiques. Et ça, c'est le point qui est important, c'est-à-dire qu'on va aller graduellement avec l'agriculteur, on va passer d'une information météo, toute simple, à une information de sonde, à une information de besoin hydrique, vers une information ensuite de variabilisation et de spatialisation de ce besoin sur toute une parcelle. Pour vous donner une vision un peu plus concrète des solutions, donc sur la partie gauche, on a tout ce qui est outils d'aide à la décision satellitaire. Donc là, l'outil duquel on va parler ici, ce sera l'outil SoWater, donc qui, en gros, SoWater aide l'agriculteur à apporter la bonne dose d'irrigation au niveau du secteur d'irrigation concerné et évidemment à optimiser les durées d'irrigation sur la parcelle. Cet outil SoWater, il va être complémenté par tout ce qui est IoT et que l'agriculteur pourra placer sur sa parcelle. Donc, on parle en IoT de sondes capacitives qui vont faire par exemple l'humidité du sol, la température du sol ou la salinité. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre à l'agriculteur de contrôler l'irrigation et de s'assurer qu'il n'est pas en irrigation déficitaire ou en irrigation excédentaire. Station météo, très important également parce que ça nous permet d'avoir une vision précise de l'évapotranspiration sur la parcelle et du coup, ça va nous permettre de lui donner un conseil SoWater qui sera encore plus localisé. Évidemment débitmètre également pour la partie irrigation qui va permettre à l'agriculteur d'avoir une capacité d'alerte sur sa parcelle. C'est-à-dire que quand il va demander à la personne sur le terrain d'ouvrir une vanne pendant 1 heure, est-ce que la vanne a bien été ouverte pendant la durée demandée? Si la vanne n'a pas été refermée,
ou qu'il y a une fuite, il recevra également une alerte pour lui indiquer que l'eau circule toujours sur la rampe d'irrigation concernée. En termes de use case, ces outils, en fait, on a fait pas mal de travail terrain, dont une étude avec USAID qui a permis de mesurer on va dire les économies d'irrigation en utilisant donc l'IoT et la télédétection donc à environ entre 10 et 20%, je dirais, pour être assez large. Les différents use cases, en fait, pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça fonctionne, l'idée, quand on utilise une sonde, c'est d'être plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire d'être entre ce qu'on appelle la capacité de flétrissement et la capacité au champ. Ce sont en fait des paramètres qui dépendent du sol et de la culture. Et l'idée, c'est d'être entre ces deux zones-là. L'avantage avec la plateforme et l'IoT, c'est qu'on peut commencer à différents niveaux. Quand on sera en dessous ou au-dessus, on pourra envoyer une alerte automatiquement à l'agriculteur pour lui dire attention, tu surirrigues ou tu sous-irrigues. Et on va pouvoir également contrôler ce qu'il fait sur sa parcelle pour l'aider à apporter la bonne dose en utilisant ensuite la partie SOWater, télédétection satellitaire, apporter la bonne dose sur sa parcelle. Donc, il y a différents use cases. Ce qu'on constate généralement, c'est que dans les zones, par exemple au Maroc, où il y a encore une disponibilité d'eau plutôt vers le nord, au-dessus de Rabat jusqu'à Tanger, on est sur des gens qui vont être plutôt en irrigation excédentaire. Et donc ça, ils ne le voient qu'en mettant les sondes. Et malheureusement, on a même beaucoup de mal, une fois qu'on met les sondes, à lui faire comprendre qu'il est en irrigation excédentaire. Donc ça nécessite beaucoup de pédagogie avec l'agriculteur. Par contre, les gens qui sont évidemment très intéressés par les solutions, c'est tous les gens qui sont en dessous de Marrakech, qui sont plutôt en sous-irrigation, qui sont même en train d'arracher en fait actuellement sur tout ce qui est culture agrumicole, par exemple. Et ces gens-là, en fait, ont besoin de ces solutions pour optimiser l'apport de l'irrigation sur leurs différentes parcelles et donc réussir une irrigation déficitaire, une irrigation déficitaire correcte. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous voyez là, c'est que dès qu'il approche du point de flétrissement, donc du minimum, il remet son irrigation, puis il laisse redescendre, puis il remet son irrigation. Et donc, c'est qu'avec des sondes et une présence sur le terrain qu'on peut contrôler tout ça et lui apporter cette information. Merci Hamza pour cette illustration et puis pour toute la contribution et les données qui ont pu être partagées par SOWIT pour nous permettre de réaliser notre exercice de modélisation. Donc, s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On prendra un temps en fin de webinaire pour répondre à quelques questions et pour celles auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, on fera une réponse par écrite a posteriori. Donc ça, c'était le premier cas d'usage sur l'irrigation agricole. On va passer à la deuxième partie qui concerne le transport et la consommation de l'eau. Et sur cette partie transport et consommation de l'eau, le potentiel, enfin, on va dire le gisement d'amélioration d'efficacité, on a considéré que c'était à peu près 20% de pertes sur lesquelles on pouvait agir. Et là, on s'est appuyé sur 3 partenaires, les sociétés Birds, Robot et Vertical M2M, à qui on va bientôt donner la parole pour venir illustrer un peu leurs solutions et puis les résultats qu'elles ont pu obtenir sur leur projet. L'idée étant toujours la même, à travers la captation de données, de chercher à optimiser la consommation et le transport de l'eau. Donc, on le distinguera en fonction des cas d'usage. On va commencer par la société Birds, l'idée étant que ça donne un peu une vue d'ensemble qui a été appliquée notamment sur la métropole de Lyon. Et puis, avec les sociétés Robot et Vertical M2M, on pourra rentrer plus en détail sur l'application pour des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels. Donc, pour ce qui est du cas d'usage ville entière, ce qu'on estime, c'est que le gain qui peut être obtenu en termes de quantité d'eau évitée est de l'ordre de 10%, ce qui a été observé par la société Birds. En termes de volume, c'est 7 millions de mètres cubes économisés sur une ville comme Lyon pour avoir un ordre de grandeur. Et puis si on extrapolait ceci à un périmètre plus large, on estime que ça pourrait être jusqu'à 3% de la consommation d'eau annuelle en France qui pourrait être économisée avec en termes de rendement environnemental un rapport de 1 à 8 en CO2 équivalent. Donc tout ça est bien sûr détaillé dans notre livre blanc et puis je vais laisser la parole à Pierre-Guillaume pour nous présenter plus précisément les solutions mises en place par Birds et en particulier dans la métropole lyonnaise.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et merci Wassim. Chez Birds, en 2 mots, on accompagne les collectivités, notamment dans leur distribution d'eau potable au travers de solutions IoT, avec la fourniture d'outils d'aide à la décision. Et on vient accompagner les collectivités et les exploitants en collaboration avec eux pour pouvoir mettre en place des solutions qui permettent de préserver les ressources et de continuer à fournir un service aux abonnés finaux de la plus haute qualité possible. Quand on parle souvent des pertes en eau sur le réseau, est-ce que c'était Wassim avec à peu près 20% de pertes, il faut distinguer dans ces pertes qui est la part qui se trouve associée aux fuites et qui est environ 16 à 17% sur le total, donc la quasi-totalité des pertes. Et les fuites, elles peuvent exister de 3 natures, principalement sur les réseaux d'eau. Plutôt une première partie qui va se situer sur le réseau et sur l'aspect de distribution. Et c'est donc aux collectivités et aux exploitants de pouvoir trouver des solutions pour répondre à cet aspect-là. D'autres fuites qui sont très nombreuses, mais un petit peu plus faibles en volume, qui se situent au niveau des branchements, donc là où se trouve un compteur d'eau dans la rue, devant une maison, à l'entrée d'un immeuble. Et après, des fuites qui se trouvent chez des usagers, que ce soit des bâtiments ou des sites industriels. Et mes confrères de Robots et de Vertical M12 nous rentreront un petit peu plus en détail sur ces aspects-là après. Donc, nous, on va plutôt se situer sur la partie amont sur le réseau d'eau potable. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'instrumenter pour avoir une meilleure visibilité et ainsi aller adresser ces problèmes de fuite et ce qu'on appelle le rendement de réseau. Le rendement de réseau, c'est si on injecte 100 litres d'eau potable dans un réseau d'eau, combien sont effectivement bien distribués et consommés. Sur cette base, pour aller traquer ça, on vient installer des solutions qui sont des objets connectés de plusieurs natures. En premier lieu, on démarre avec des compteurs connectés et on peut venir compléter ça sur le terrain, également avec un certain nombre de capteurs, et notamment ce qu'on appelle des prélocalisateurs acoustiques, qui sont des sortes d'oreilles et qui permettent de venir écouter la nuit la distribution de l'eau potable. Le mode de fonctionnement, c'est durant la nuit, quand il y a très peu d'activité humaine pour venir consommer de l'eau, on regarde toutes les consommations qui sont remontées par les compteurs connectés. Ça va nous donner des zones dans une ville, ce qu'on appelle des secteurs hydrauliques, où on va venir rechercher plus précisément un volume d'eau qui semble suspicieux. On va venir compléter dans ces secteurs-là avec l'instrumentation de prélocalisateurs acoustiques pour avoir une vision très précise et comprendre sur ce secteur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des bruits qui sont générés par les fuites durant la nuit. Ces informations, elles sont captées, elles sont restituées aux exploitants d'eau potable au travers de différents exports de données et de différentes applications. Et ces applications viennent fournir des indicateurs d'aide à la décision. Les plateformes applicatives, elles ressemblent par exemple un peu à des natures de ce type-là, où on vient comprendre sur l'exemple que j'affiche très clairement qu'il y a plusieurs fuites très importantes dans le centre de la ville, et avec des codes couleurs assez simples, et d'autres qui sont un peu plus disséminés au travers d'une ville. Ce que ça vient fournir ici, c'est un outil d'aide à la décision. C'est un partenariat après avec la collectivité et l'exploitant d'eau potable de venir mener les opérations terrain pour aller réparer ces fuites et pouvoir remplacer les canalisations associées. On vient s'associer aux exploitants d'eau, leur fournir de l'information et des moyens d'affiner leurs travaux. C'est leurs équipes opérationnelles qui viennent mettre ça en œuvre et aller réparer les canalisations sur le terrain et ainsi réduire le volume de fuite associé. Si on prend le cas d'usage qui a eu lieu entre 2014 et 2022 sur la métropole de Lyon, c'était un partenariat tripartite entre Veolia France, Birds et les équipes de la métropole pour aller s'attaquer aux problèmes de réseau avec certaines canalisations, notamment un petit peu vieillissantes dans le cœur de la métropole et qui avaient besoin de pouvoir être renouvelées de manière la plus précise possible. Le coût des travaux associés au renouvellement de canalisation, il est très important. La technologie vient ici permettre de cibler le meilleur renouvellement possible et d'avoir le retour sur investissement le plus efficace quand on vient mener des opérations terrain. Le périmètre de la métropole de Lyon, c'est 54 communes. Il y en avait 45 qui étaient équipées avec des solutions de compteurs communicants et de prélocalisateurs acoustiques. Donc, comme expliqué précédemment, c'est un partenariat avec la collectivité pour venir leur fournir des informations qui permettent d'aller cibler au plus précisément les opérations terrain afin de venir réparer les fuites sur le terrain. Si on prend ne serait-ce que la première année,
d'exploitation associée du système. Il y a eu la possibilité pour l'exploitant d'eau potable, en lien avec la collectivité, de réparer un petit peu plus de 500 fuites majeures sur des canalisations. Ça représente 1 million de mètres cubes qui ont été économisés à l'année. Pour se donner un peu des ordres de grandeur, on a beaucoup parlé l'année dernière des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, les JO d'hiver à Pékin qui étaient une catastrophe d'un point de vue consommation d'eau. Ça représente 3 millions de mètres cubes. Donc en un an, sur un territoire assez circonscrit qu'est la métropole de Lyon, on arrivait déjà à faire un tiers de cet effort, même s'il ne s'agit pas de compenser, mais de limiter les usages néfastes. Voilà un petit peu sur un retour d'expérience sur la métropole de Lyon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe la parole à mes confrères. Merci Pierre-Guillaume pour cette illustration. Et puis, effectivement, c'est toujours un travail de partenariat assez proche avec les collectivités locales qui va permettre de venir adapter les solutions aux spécificités terrain qui peuvent pas mal varier d'une collectivité à l'autre. Donc, un très bel exemple qui a été réalisé avec la métropole de Lyon. Maintenant, si on va dans la partie un peu plus aval de la consommation d'eau, donc on a distingué en fonction des typologies de bâtiments. Et donc, un premier groupe qu'on va traiter avec la société Robot, qui concerne les bâtiments industriels. Là, en termes de quantité d'eau évitable, on a estimé que c'était à peu près 20% de l'eau qui pouvait être, on va dire, mieux utilisée, ne pas aller dans des fuites et de l'eau qui soit perdue. Et quand on extrapolait ceci sur on va dire un déploiement plus large sur toute la France, on arrivait à un résultat de réduction de consommation d'eau annuelle qui pouvait être de l'ordre de 2%, et encore une fois avec un rendement équivalent CO2 intéressant, puisqu'il était de l'ordre de 12 tonnes de CO2 équivalent évité pour une consommée pour mettre en place la solution. Donc, c'est un cas qui concernait ici les bâtiments industriels et résidentiels. Quand on regarde sur les bâtiments tertiaires, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, un peu plus faibles sur la consommation d'eau annuelle en France qui pourrait être évitée. On est à 1%, avec un rendement de l'ordre de 15. Pour, on va dire, comprendre ça de façon beaucoup plus détaillée avec les projets concrets qui ont été menés par la société Robot, qui nous a partagé ces données et qui a eu la gentillesse, comme la société Birds et Solid, de passer du temps avec nous sur les extrapolations et notre modélisation. Je vais laisser la parole à Sylvain de la société Robot, CEO, qui va nous présenter ce que fait Robot et puis les résultats obtenus. Merci Wassim. C'est vrai qu'on parle de l'eau maintenant de manière quotidienne, puisque c'est un enjeu majeur des prochaines années. Hein. On a parlé de gaz, d'électricité, de gaz à effet de serre. Là, l'eau va devenir maintenant le sujet numéro 1 d'ici 2030. Et on voit que partout dans le monde, on fait face à des pénuries. On parle maintenant de pénurie d'eau pour le prochain été 2023 en France également. La plupart des préfectures sont déjà en alerte rouge depuis le mois de mars, alors que l'été n'a pas encore commencé et que les estivaliers ne sont pas encore dans les régions de vacances. Donc, ça va être compliqué. Et comme le disait mon collègue chez Birds, il faut absolument optimiser le rendement à la fois sur la distribution et à la fois sur son utilisation. Et c'est là, nous, on va intervenir en complément de Birds sur l'utilisation des consommateurs finaux, finalement, pour leur montrer que quand le robinet s'ouvre, c'est pas une ressource infinie, elle est épuisable. Et donc, il va falloir commencer à s'y intéresser. On peut faire une corrélation entre, finalement, votre voiture et votre vitesse de voiture qui est affichée sur votre tableau de bord. Aujourd'hui, en fait, les utilisateurs, les consommateurs dans les bâtiments industriels et tertiaires, ils conduisaient une voiture mais sans avoir de tableau de bord. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de savoir comment réduire sa vitesse. Et quand vous recevez uniquement une facture à la fin du mois vous disant, voilà, votre vitesse moyenne, elle est de temps et vous êtes allé au maximum à 130 km/h, au minimum à 30 km/h et que vous avez juste une facture d'essence, c'est compliqué de manager en temps réel la vitesse de la voiture. Là, pour la consommation d'eau, on s'est rendu compte, il y a maintenant quasiment 10 ans, que les consommateurs n'avaient pas leur consommation en temps réel. Et quand les préfectures demandent de réduire la consommation dans les entreprises ou dans les bâtiments,
bah, ils en sont incapables puisque finalement, il n'y a pas ce management et il n'y a qu'une facture qui arrive à la fin du mois, voire à la fin du trimestre, qui leur dit vous avez consommé tant, vous payez tant. Donc, compliqué de savoir comment réduire en temps réel lorsqu'il y a de la surconsommation ou, bah, comme dans l'irrigation, comme on l'avait avec Hamza, comment faire pour augmenter, réduire l'irrigation. Bah, c'est pareil dans les bâtiments, comment on fait quand on n'a pas cet indicateur. Donc, on a créé cet indicateur en temps réel via une solution IoT avec à la fois des compteurs en sous-comptage connectés et à la fois cette donnée qui remonte dans le bâtiment pour le manager du bâtiment pour lui permettre d'avoir en temps réel ses consommations. Du coup, on a une relève de compteurs en sous-comptage sur les cas d'usage du bâtiment, industriel, tertiaire et autres, qui permettent de fixer des alertes en temps réel pour savoir si on consomme trop, si on consomme pas assez. Un peu pareil que sur la ville intelligente, de savoir si la nuit, justement, dans l'industrie, il n'y a pas de consommation ou il y a de la consommation. En quel cas, s'il y a de la consommation, ça veut dire qu'il y a une micro-fuite ou des toilettes qui sont restées coincées ou un robinet qui est resté ouvert, etc., etc. Et ça permet vraiment d'avoir une localisation des fuites et un management des consommations d'eau en temps réel. Donc, c'est extrêmement important parce que ça va permettre de gérer et de réguler ces consommations. Et comme tu le disais, Wassim, on est en moyenne à 20%, sachant que sur les cas d'usage rencontrés, on arrive jusqu'à 50% d'économie d'eau. On a le cas chez L'Oréal, donc L'Oréal qui est à la fois du tertiaire et à la fois des industries. Là, on est sur les laboratoires capillaires, donc gros consommateurs d'eau, avec une eau qui est traitée à l'arrivée du bâtiment. Et à l'intérieur, plein de laboratoires, plein de blocs sanitaires. Et également, comme c'est quand même un site assez luxueux, beaucoup d'arrosage, des stations intérieures, des patios extérieurs. Et donc, en 2019, quand on a commencé à installer l'ensemble des sous-compteurs, très rapidement, le client s'est rendu compte que l'osmoseur était mal réglé et donc qu'il rejetait trop d'eau par rapport au rendement espéré, que les arrosages, on arrosait la nuit alors qu'on avait dit qu'il ne fallait pas arroser la nuit et le jour, mais qu'il fallait arroser sur des périodes données, quelques heures par jour. Et les programmateurs, en fait, étaient défectueux. Ils se sont rendus compte sur les blocs sanitaires qu'il y avait énormément de fuites. Et du coup, au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme et des données qui sont remontées via le système IoT, ils ont pu régler l'ensemble des consommations, faire de la sensibilisation auprès de leurs salariés. Ils ont même remporté un prix interne, le L'Oréal Greener Building Award, grâce justement aux résultats qu'ils ont obtenus sur leur consommation d'eau, sur la gestion de leur consommation d'eau. Et du coup, par cette voie-là, par cette voie de la technologie, ils ont réussi à réduire de 50% sur certains cas d'usage de leur bâtiment et au final d'avoir une moyenne de 30% d'économie d'eau annuelle. Donc, c'est quand même énorme. Mais c'est juste normal, puisque aujourd'hui, n'importe quel bâtiment industriel n'a pas forcément sa consommation d'eau en temps réel et ne sait pas comment agir dessus. Même si on demande de réduire les consommations, si vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne pouvez pas la réduire ou l'augmenter ou la régler. Donc, c'est à l'aide de ce système de remontée de données en temps réel, comme le fait Hamza sur l'irrigation ou comme le fait Bird sur la ville, qu'on arrive justement à manager et à maîtriser les consommations. Donc, c'est un système très pertinent qui permet de rentrer dans toutes ces problématiques de gestion de l'eau. Donc, bien sûr, ça répond aussi à des objectifs de développement durable de l'Europe sur les ODD 6 sur l'eau, ODD 7 sur la ville et ODD 11 sur le smart building. On répond à toutes ces problématiques. On répond au label BREEAM, au label LEED, au label HQE. Même sur l'hôtellerie, on répond au label Clé Verte. Bref, on avance avec ces solutions technologiques pour apporter une réponse gagnante pour gérer les consommations dans les bâtiments. Si on prend un site industriel, ou plutôt tertiaire, pardon, puisque L'Oréal c'était industriel, lui, pour le coup. Si on prend un site tertiaire comme la tour Courcellor qui se trouve le long du périph' à Levallois-Perret, qui est la tour SAP, là, pareil, on a installé plus de 150 sous-compteurs sur uniquement du bloc sanitaire. C'est une tour qui fait 20 étages quand même. Et très rapidement, à force de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur cette gestion de l'eau, on a pu économiser 20% sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire à peu près 150 à 200 mètres cubes par mois d'eau grâce à l'intervention du Facility Manager. Dans ce cas-là, c'était Vinci FM. Grâce à l'intervention du Facility Manager à chaque fois qu'une toilette restait bloquée, puisque une toilette qui reste bloquée, donc un flux continu, c'est 6 mètres cubes par jour. Donc, si personne ne fait rien, ça commence à chiffrer et c'est 6 mètres cubes d'eau potable qui sont gaspillés. Donc, à force de réagir sur ces blocs sanitaires, ils arrivent à faire beaucoup d'économies et de détecter des fuites. Là, on a une vingtaine de fuites détectées par an parce qu'il y a toujours des fuites dans les sanitaires. On a plusieurs clients, ils arrivent vers nous pour dire écoutez, aujourd'hui, on a eu un dégât des eaux, ça nous a coûté tant et on a perdu 10 000 mètres cubes, 20 000 mètres cubes. Il faut absolument qu'on arrête ça parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et pareil,
Dans ce cas-là, ils ont obtenu un prix entre SAP et Vinci Facilities, le trophée d'argent de l'exploitation durable, grâce à ces économies d'eau. Donc aujourd'hui, l'intervention de la technologie dans les bâtiments et sur tous les secteurs industriels et tertiaires, ils permettent d'avoir un résultat significatif sur les consommations d'eau et sur l'arrêt du gaspillage. Alors bien, il y a encore d'autres technologies à aborder, comme arrêter d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes, ce qui est une hérésie en soi. Et là, on a encore beaucoup à faire et je pense qu'on pourrait gagner encore beaucoup plus en arrêtant ce genre de système-là. Merci Sylvain. Alors, on va passer sur le dernier cas d'usage qui était prévu dans ce webinaire autour de l'IoT pour une meilleure utilisation de l'eau, et donc qui est afférent au bâtiment résidentiel. Et pour cela, on va bientôt donner la parole à nos amis de Vertical M2M. Juste une petite introduction avant d'écouter Maurice sur les projets qui ont été menés par Vertical M2M. Encore une fois, les ordres de grandeur sont à peu près équivalents à ce qu'on avait vu précédemment. C'est 17,5% de la quantité d'eau qui pourrait être évitée sur les bâtiments résidentiels. Avec, si on réalise une extrapolation au niveau France, près de 1% de la consommation d'eau annuelle en France qu'on pourrait éviter. Et puis, en termes de rendement environnemental, donc là, encore une fois, c'est basé sur un gain environnemental net, alors que là, quand on parle d'une partie de consommation d'eau évitée, on est plutôt sur un gain brut. C'est un rapport de 3 pour 1 tonne de CO2 équivalent dépensé, 3 tonnes de CO2 équivalent qui seraient économisées. Les chiffres sont basés notamment sur des données fournies par M2M, Vertical M2M, pardon. Et donc, quoi de mieux que d'écouter Maurice pour nous présenter les projets qui ont été mis en place par Vertical M2M et puis la solution qui a été utilisée. Merci Wassim. Donc bonjour à tout le monde. Ravi de pouvoir saisir cette opportunité pour présenter nos réalisations et présenter Vertical M2M. Donc je suis Maurice Zambra, président cofondateur de la société. Alors en quelques mots déjà pour commencer à expliquer ce que fait Vertical M2M. Nous on a on va dire une double approche. On est un acteur engagé dans l'IoT depuis une quinzaine d'années avec à la fois une approche de fournisseur de technologies avec une plateforme IoT qui s'appelle Common Sense IoT Platform, et de l'autre côté, une approche métier, et précisément au service des enjeux liés à l'impact positif et notamment aux thématiques environnementales, énergétiques et territoriales. Et donc sur les sujets d'expertise technique, en fait, on est impliqué dans l'ensemble des principaux écosystèmes technologiques de l'IoT d'aujourd'hui, que ce soit sur les technologies LPWAN, donc LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M, et même le satellite sur LPWAN, mais aussi sur la 5G. On est nous-mêmes d'ailleurs contributeurs avec un événement qu'on organise depuis 2 ans qui s'appelle l'IoT des France et qui vise à combiner les sujets technologiques et les sujets métiers. Et puis on est également impliqué dans des pôles de compétitivité, des organisations professionnelles qui traitent de ces thématiques. Donc là, on parle spécifiquement de l'eau, donc on fait partie de France Water Team, mais aussi de la Smart Building Alliance ou de France Ville Durable. Et donc dans ces contextes-là, on est amené en fait à travailler. Donc nous, on a une approche où on travaille non pas forcément avec des clients finaux, mais plutôt avec des acteurs des territoires du bâtiment, qui peuvent être des acteurs comme BRL, qui est un concessionnaire de réseau d'eau dans le sud-ouest de la France, un acteur comme Gaia Smart Solutions, dont je reparlerai après, puisque ça constitue notamment l'illustration et le use case que je vais présenter juste après, qui est un acteur spécialisé dans les services énergétiques sur l'île de la Réunion, une ville et des territoires comme la ville de Lambersart, des acteurs plutôt dans le domaine agricole comme la coopérative des vignerons de Saint-Émilion, la CUMA Saint-Émilion, ou encore des acteurs publics avec une activité un peu spécifique comme la Solideo qui est engagée sur la construction des chantiers pour des ouvrages olympiques pour les JO 2024 de Paris. Et donc en fait, ces solutions qu'on élabore avec nos clients, nos partenaires, sont portées dans une quinzaine de pays, et on les élabore aussi avec des partenaires intégrateurs de référence comme Atos, Tata ou même SFR Business. Alors pour présenter un peu l'approche, nous ce qu'on essaye de faire avec Vertical M2M, c'est agréger autour de justement cette plateforme Common Sense IoT Platform
à la fois l'ensemble de l'écosystème qui permet de bâtir des solutions réussies dans le domaine de l'IoT, que ce soit environnemental ou énergétique, et donc en particulier aussi dans le domaine de l'eau. On s'appuie pour ça sur tout un écosystème de partenaires, fabricants, opérateurs, intégrateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, avec plusieurs centaines de produits déjà préintégrés et des dizaines de technologies IoT également intégrées. Et puis de l'autre côté, au-delà de la plateforme IoT qui fait l'intégration des capteurs, le management de ces objets et qui permet l'accès aux applications, on est capable également de fournir un accès à un catalogue d'applications et de cas d'usage, notamment dans le domaine de l'eau, j'y reviendrai après. Alors pour parler plus spécifiquement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en fait on a été amené à travailler avec, alors on travaille sur pas mal de projets, mais là en l'occurrence pour mettre en lumière un projet qu'on a mené avec Gaïa Smart Solutions sur l'île de la Réunion. En fait, ils travaillent avec un certain nombre de bailleurs sociaux sur l'île. Il y a des grands bailleurs sociaux qui gèrent des grands parcs d'habitat collectif. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de sujets liés à la gestion à la fois énergétique, mais aussi gestion en eau. Et donc dans ce contexte-là, en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient des fuites importantes sur un certain nombre de bâtiments, et donc il a été envisagé, et nous avons travaillé avec Gaïa pour mettre en place et les accompagner dans la mise en place d'une solution sur un certain nombre de bâtiments de ce bailleur social, le premier en tout cas qui a été on va dire leader dans l'approche. Et donc ça a consisté en fait, donc c'est sur des ensembles qui avaient un peu plus d'une centaine de logements. On va dire en général on a 3 blocs de bâtiments entre 100, 120, 130 logements. Et en fait, il s'agit dans ce contexte-là d'équiper chacun des logements avec un compteur d'eau communicant. Donc en technologie LoRaWAN, on a mis en place l'infrastructure de réseau LoRa, donc des types de compteurs, Madalena, Zener là en l'occurrence. Et on a également équipé les parties communes, également loge de gardien, et on a aussi créé du comptage virtuel et des calculs qui ont permis en fait d'observer dans certains cas un certain nombre de fuites d'eau qui pouvaient se situer au niveau du bâtiment, de surconsommation dans les appartements, dans les logements, et d'alerter sur le comportement global du bâtiment. Et tout ça, ça a permis après là, en l'occurrence, c'est des solutions qui ont été mises en œuvre depuis 3 ans, mais chaque année, ça a permis, en tout cas la première année, d'obtenir jusqu'à 30% sur certains des bâtiments qui ont été équipés, 30% d'économie sur leur facture d'eau annuelle, sur l'ensemble des logements et de la gestion faite par le bailleur social. Et donc ça permet en fait globalement d'avoir des solutions qui permettent de piloter complètement la gestion de l'eau dans le bâtiment et d'apporter dans de l'habitat résidentiel des solutions pertinentes. Voilà. Et alors, au-delà de cette approche spécifique sur la gestion de l'eau dans l'habitat résidentiel, l'habitat collectif, on a développé, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une approche techno et une approche solution, et on a également développé nous-mêmes des solutions dans différents volets. Donc le smart building avec une approche qui permet d'aller de la télérelève au pilotage des équipements actifs du bâtiment pour produire de la performance énergétique concrète dans les bâtiments, une solution autour de la qualité de l'air, intérieur ou extérieur, et enfin une offre autour de la gestion de l'eau qui permet à la fois côté bâtiment d'avoir éventuellement des solutions d'optimisation, mais aussi et surtout côté exploitant de réseau d'eau pour essayer d'apporter aussi des solutions sur la gestion de leur réseau et sur les pertes en eau. Voilà, et je suis à votre disposition pour toute question sur nos différentes offres et sur ces sujets en particulier. Merci. Merci Maurice. Et donc on a fait le tour des cas d'usage qu'on avait vus. C'était assez dense, je pense, comme webinaire. Donc on vous a fait un petit récapitulatif. Bien entendu, vous pourrez trouver beaucoup plus de détails dans notre livre blanc qui est téléchargeable sur le site de Bearing Point ou sur le site iotbusinesshub.com. Donc les ordres de grandeur sont ceux que vous voyez ici, avec des gains bruts qui vont de 10 à 20%, à peu près en fonction des cas d'usage, et des rendements environnementaux nets, en équivalent CO2, qui eux vont de 3 à 100. Petite précision, ce qui fait qu'avec un gain brut qui est plus faible dans la modélisation qu'on a réalisée pour le Maroc, on arrive malgré tout à un rendement environnemental CO2 plus fort. Ça, c'est bien lié aux facteurs d'émission qui sont différents d'un pays à l'autre. Donc, ça sont bien des données qu'on a intégrées. Et donc, merci encore une fois à Winat, Sowit, Birds, Robo, Vertical M2M. Winat n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Et donc, c'est grâce aux données terrain issues de tous ces partenaires,
au travail méthodo et de revue critique qu'on a réalisé également avec le soutien de Mavana, qu'on vous présente ici ces quelques chiffres. L'idée étant de fournir, comme je le disais, des ordres de grandeur qui vous permettent, avant de vous attaquer à vos projets, d'avoir une idée des gains que vous pouvez aller chercher et donc derrière être en capacité de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. En tout cas, ce qui est certain, on le montre ici avec le cas de l'eau, mais on le montre dans le livre blanc avec d'autres cas d'usage, c'est qu'on est convaincu avec ce travail d'analyse, que ce que disait le GIEC dans son rapport se vérifie bien sur le terrain. Ce n'est pas qu'une vision théorique. Il y a bien des cas d'usage qui ont un rendement environnemental très positif grâce à l'IoT. Aujourd'hui, on a vu le cas de l'eau, et encore une fois, un grand merci à tous nos intervenants qui, à la fois pour les données fournies et les explications qui ont été présentées pendant ce webinaire. On le fera prochainement à travers d'autres webinaires sur d'autres sujets, toujours liés à l'impact environnemental positif. Donc rendez-vous mercredi 21 juin pour un webinaire sur le transport avec 2 cas d'usage autour de la logistique agroalimentaire et de l'autopartage. Puis le 12 juillet, autour de la consommation électrique, notamment avec l'éclairage public et tertiaire. Les liens pour l'inscription ne sont pas encore disponibles, mais seront communiqués très prochainement. Vous pourrez les trouver à la fois en suivant BearingPoint sur les réseaux sociaux et puis sur le site iotbusinesshub.com. Donc, n'hésitez pas. Pour ce qui est des questions, on va prendre un petit temps pour les prendre. Juste avant d'en venir aux questions, vous rappelez que pour tous les fournisseurs de solutions IoT, comme chaque année, on met en place des trophées de l'IoT Business Hub. La vocation étant la même, c'est-à-dire mettre en lumière les belles réalisations qui ont été menées sur base de l'analyse de leurs résultats, de leur innovation, de leur impact environnemental et sociétal. Donc les candidatures sont ouvertes, il suffit d'aller sur le site iotbusinesshub.com, vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater, et puis ça permettra de mettre en avant d'autres résultats positifs qui ont été obtenus grâce à l'IoT. La société Robot, par exemple, qui est avec nous aujourd'hui, était un de nos précédents lauréats. Voilà, il nous reste quelques minutes pour les questions. Je crois qu'il y a une première question qui a été posée, que je vois, de M. Gilibert. Donc, pouvez-vous nous donner une idée quant à la fiabilité de vos capteurs, car nous connaissons un taux de panne important sur Lyon, et envisagez-vous de développer des capteurs éco-responsables? Il me semble que c'était une question qui avait été posée au moment où c'était l'intervention de la société Vertical M2M. Elle peut concerner également la société Robot, je pense. Alors, je peux me positionner. En fait, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que comme on a un peu plus de 400 types de capteurs, et donc y compris plus d'une trentaine de compteurs d'eau qui ont été préintégrés sur notre environnement, on a aussi, on va dire, des retours d'expérience terrain dont on peut se servir pour pouvoir finalement utiliser et privilégier des solutions qui nous semblent les plus fiables pour les clients qui souhaitent mettre en place des solutions comme celles que j'ai présentées. Donc on a ce premier point, et puis le deuxième point, c'est qu'on est capable aussi, de façon prédictive, de savoir ce qui se passe sur les différents capteurs, puisqu'on a sur notre plateforme, on a tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gérer à la fois le comportement radio, le niveau de batterie et le temps de marche restant d'un capteur radio sur des technologies IoT radio. Et donc tous ces éléments mis bout à bout permettent, on va dire, d'essayer de minimiser effectivement les risques industriels associés à l'installation en masse de capteurs, compteurs, vannes, actionneurs, etc., qui constituent une solution autour de la gestion de l'eau. Voilà, donc on a des produits qui ont un retour, on va dire, en termes d'expérience sur maintenant, avec la plateforme qu'on fait tourner depuis plus de 7 ans, ont un retour d'expérience et qui nous permettent de dire, voilà, on a un niveau de fiabilité qui est dépendant évidemment des SLA que vous allez avoir, mais qui peut être, on va dire, satisfaisant pour opérer des cas d'usage. Alors dans le résidentiel, les exigences ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres domaines, mais on va avoir un certain nombre de contraintes qu'on va pouvoir satisfaire avec ce type de solution. Merci Maurice. Je rejoins Maurice sur effectivement la fiabilité des compteurs ou capteurs.
Généralement, les pannes, elles sont remontées via les capteurs IoT directement sur les plateformes, comme on peut le faire nous sur le taux de batterie, la fraude ou autre, puisque justement l'absence de remontée de message qui confirme qu'il y a bien une panne sur le capteur. Après, la fiabilité, elle s'est améliorée, hein, puisque dans 7 ans, on a eu 3 capteurs défectueux sur les 10 000 posés, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas énormément de points de difficulté sur ce sujet-là. C'est plutôt lié, généralement, nous, dans le cas industriel, à une eau qui n'est pas forcément très claire sur un comptage où il y a un peu d'eau usée ou un peu de calcaire qui se met en place, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est généralement assez anecdotique par rapport à la fiabilité des capteurs utilisés. Il y avait une deuxième sous-question, c'était sur le fait que ces capteurs soient potentiellement éco-responsables. Alors oui, les capteurs éco-responsables, oui. Alors, on fait attention lors de la conception, effectivement, on l'avait vu avec Mavala, hein, puisque comme le prouve leur étude, ils vont comme elle l'a dit, du berceau au cercueil, si j'ai bien retenu. Et donc, on fait attention à ce que les produits conçus soient recyclables, réutilisables, que la batterie soit interchangeable aussi, parce qu'on a connu un certain temps des capteurs où il fallait changer tout le capteur quand la batterie était à plat. Voilà, c'était pas très éco-responsable. Maintenant, quand même, ça s'est beaucoup amélioré avec les bureaux d'études qui, depuis maintenant 5-6 ans, font attention justement à cet aspect éco-responsable lors de la conception et conseillent aussi les fabricants lors de la conception. Vous dire attention, là, vous n'utilisez pas tel matériau, utilisez plutôt celui-ci pour faire en sorte que tout cela rentre dans un cycle vertueux de recyclage et d'éco-responsabilité. Donc oui, ça devient maintenant à peu près dans la norme de fabrication des nouveaux capteurs. Si je peux me permettre de compléter sur l'éco-responsabilité, en fait, pour le meilleur moyen de se lancer dans une démarche d'éco-conception serait de partir sur une méthodologie que j'ai présentée brièvement, qui est l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est du berceau au tombeau, effectivement. Parce que c'est ce qui va permettre d'éviter en fait les transferts d'impact. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'estimation de l'empreinte environnementale d'une solution, et ça j'invite tous les fabricants d'IoT à se lancer dans cette étude d'analyse de cycle de vie, en fait on va prendre en compte un certain nombre d'indicateurs, un peu plus d'une dizaine, pour pouvoir justement évaluer cet impact en se disant voilà, peut-être que si je rajoute une batterie, par exemple, une batterie qui soit rechargeable, peut-être que mon carbone ou mon empreinte carbone va diminuer, mais peut-être que mon empreinte eau va augmenter. Et donc, c'est à ça que sert cette méthodologie de l'analyse de cycle de vie, et c'est le premier pas vers de l'éco-conception, en fait, c'est de commencer par quantifier l'impact de la solution. Merci Kelly. Est-ce que nous avons une autre question? Je ne crois pas en voir d'autres. Non. Bien, de toute façon, il est quasiment 14 heures. Donc, bien entendu, si jamais il y a d'autres questions, vous aurez la possibilité aussi de nous les poser a posteriori. Donc, que ce soit vers les différents intervenants ou vers nous à travers l'adresse iotbusinesshub@bearingpoint.com. Et on sera une joie d'y répondre ou de vous mettre en relation aussi, si vous le souhaitez, avec nos différents intervenants. Il ne me reste donc plus qu'à remercier nos speakers, comme ça, Hamza, Maurice, Pierre-Guillaume, Sylvain et Kelly. Et vous remercier également à vous qui vous êtes connectés pour ce webinaire. Il sera disponible en replay, donc si jamais vous voulez le faire suivre à des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter pendant le live, vous aurez la possibilité de leur partager ce webinaire. Encore une fois, merci à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.